Ah merde. Eh bien, salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 9 mai 2025, j'espère que vous allez bien. Il y a de grandes chances que ça aille bien, je pense, à part si vous êtes un petit peu trop inspiré du AZK Index, parce que forcément, on a le marché qui est dans le vert, les alts qui sont à fond dans le vert, Ethereum qui est probablement dans les meilleures performances du top 100, si ce n'est peut-être même la meilleure performance, je crois pas, quand on va chercher les mêmes coins, il y a toujours quelque chose qui pump plus fort, mais grosse remontada d'Ethereum, on va en parler un tout petit peu d'Ethereum. J'ai envie de faire un petit point rapide sur le côté spéculation en ce moment sur le marché. J'aime pas trop faire ça dans les formats d'actualité, mais quand on a des mouvements pareils, ça mérite d'être commenté. Surtout que sur la chaîne, je prends quand même pas mal de positions à la baisse. Voilà, on me voit, enfin certaines personnes me voient comme quelqu'un de toujours baissier sur certaines choses, et ils auront pas tort, hein. Il y a certains projets sur lesquels j'arrive juste pas à changer d'avis, c'est comme ça. Est-ce que je suis dans le déni de quelque chose? Est-ce que c'est juste un rebond inattendu? On verra, seul le temps nous le dira. Après, si je prends un peu de recul quand même sur le AZK Index et compagnie, c'est vrai que je suis peut-être pas rentré non plus à des moments ultra judicieux sur, sur tous les alts qui composent cet index, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et je rappelle un petit truc, j'ai toujours beaucoup plus d'exposition à la hausse via Bitcoin et Ethereum que à la baisse, ça reste un moyen de me hedger en quelque sorte, un moyen d'équilibrer un petit peu le portefeuille si jamais le marché va à la baisse, parce que j'ai toujours de bonnes convictions sur Bitcoin, mais sur les altcoins c'est vrai que j'ai tendance à me maximiser de plus en plus au fil du temps, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Un petit point du coup sur Ethereum, 2400$ au moment où j'enregistre la vidéo, Bitcoin pour sa part qui est passé au-dessus des 100 000$, enfin revenu plutôt au-dessus des 100 000$, est-ce qu'il est parti pour nous refaire un nouvel ATH? On le saura tôt ou tard. Pourquoi Ethereum pump aussi fort? C'est difficile à dire. Forcément, il y a eu un truc assez évident, c'est la mise à jour Pectra. C'est possible que ça ait bénéficié à la hausse d'Ether ces dernières heures, j'ai envie de dire, même pas ces derniers jours. Mais d'un côté, je me demande si c'est pas un peu une question de retard qu'aurait Ethereum sur le marché, parce que c'est vrai que depuis un moment, Ether ne perf pas trop. Et il y a pas longtemps, j'avais fait un point sur Ethereum où j'avais été plutôt négatif envers Ethereum, et je vois que les choses avancent dans le bon sens, mais j'arrive pas à m'empêcher quand même de penser que est-ce que Ethereum va vraiment garder sa place de numéro 2, ou il va pas se faire choper sa place par, je sais pas moi, Solana, Sui, autre chose, ou alors on n'aura plus vraiment de numéro 2, enfin, je sais pas, je me questionne quand même toujours autour d'Ethereum. C'est vrai que le marché a toujours tendance à biaiser un petit peu les émotions, hein, quand ça va à la hausse, quand ça va à la baisse, on a tendance à vite changer d'avis, mais je suis tombé sur un graphique qui va peut-être remettre un petit peu les choses en place, les pieds sur terre. C'est un graphique du prix d'Ethereum toutes les fois où Bitcoin a atteint 100 000$, et je trouve ça assez fou. Ethereum ne fait que baisser sur ce graphique. Et même actuellement, on le voit, il n'y a pas si longtemps, en début d'année, Bitcoin était à 100 000$, Ether était à 4000. Je suis désolé, mais c'est factuel pour l'instant, sur cette année 2025, il valait mieux être exposé à Bitcoin qu'à Ethereum. Peut-être que les choses vont s'inverser, hein, on est à peine à la moitié de 2025, je le souhaite pour ceux qui sont fortement exposés à Ethereum, mais voilà, force est de constater que même si Ethereum rebondit bien, quand on regarde les choses sous une autre perspective, bon, c'est à court terme. Là, on est dans l'euphorie du truc, c'est bien, ça a bien rebondi, mais quand même, il partait de loin. Ce début d'année, il était à 4000$ quasiment. Même un petit peu plus de 4000$, non? Non, il me semble que c'était quasiment. Bon, on s'en fout. Ethereum revient un petit peu de loin quand même. Pour une fois qu'il performe, on va pas saquer l'ambiance, donc profitez. Si vous avez envie de prendre des profits, pensez-y quand même, vaut mieux le faire quand le marché est dans le vert, gras dans le vert comme ça, que quand le marché est bien rouge. Évidemment, autour de toute cette hype, on a Trump qui nous sort, hein, vous feriez mieux d'acheter des actions maintenant, ce pays va décoller comme une fusée, je vous le dis. Je suis pas trop fan de ce genre de phrase, parce que en général, les gens qui ont à fond envie de pousser un truc, de dire que c'est le futur, que c'est trop bien, qu'il faut absolument investir, j'ai toujours tendance à me méfier. On verra bien, c'est pas non plus n'importe qui, hein. On sait quand même que c'est quelqu'un de très
j'arrive pas à trouver le bon mot, de très... Ah oui, opportuniste. C'est quelqu'un de très opportuniste, Trump. Donc, je me méfie toujours par rapport à lui. D'ailleurs, on a quelques autres news autour de lui, je vais les passer assez rapidement parce que, bon, ça me saoule de toujours dire Trump machin, Trump ceci, Trump cela. Donc là, cette fois-ci, c'est le fils de Donald Trump, Eric Trump, qui était à la conférence Token 2049. D'ailleurs, s'il y en a qui y sont allés ou qui y sont encore, je sais même pas si c'est terminé Token 2049. Ouais, je m'intéresse pas trop aux conférences, mais elle a quand même une certaine réputation, celle-ci, elle avait l'air pas mal aussi en 2024, donc s'il y en a qui y sont allés, dites-moi si c'était sympathique. Donc, Eric Trump qui nous sort « J'adore le Bitcoin, je suis convaincu que c'est de l'or numérique ». Pour rappel, il est conseiller ou je sais plus quoi, ou aviseur chez Metaplanet. C'est un petit peu l'équivalent du MicroStrategy japonais, c'est une boîte qui accumule pas mal de Bitcoin. Donc Eric nous dit qu'il en détient beaucoup, que Trump en détient également beaucoup, et il pense que Bitcoin connaîtra une croissance exponentielle dans les années à venir. Bon, ça, pour le coup, pour la croissance exponentielle, il y a pas mal de gens, je pense, qui veulent ça, ou en tout cas qui sont d'accord avec ça. Tiens, en parlant de Bitcoin et compagnie, vous vous rappelez de la réserve stratégique de crypto-monnaie des États-Unis? Eh bien, a priori, il y aurait un lobbyiste qui était impliqué là-dedans, qui aurait voilà, poussé pour qu'il y ait Ripple, Solana et Cardano dans cette fameuse réserve stratégique, et il aurait été banni de la Maison Blanche depuis. Alors, va savoir si c'est vrai, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est assez évident hein, qu'il y aurait forcément eu, ou il y a forcément du lobby. Des gens qui sont affiliés à Ripple ou quoi que ce soit, parce que bah, c'est des grosses cryptos américaines, et pour le coup, je trouvais ça cohérent d'avoir ces projets américains dans la réserve stratégique de crypto-monnaie aux États-Unis. Bon, après, est-ce qu'ils vont rester dedans ces tokens ou pas? On verra bien. Pour l'instant, la réserve stratégique, c'est quelque chose qui est encore à stade de papier, hein, c'est pas encore fait, c'est pas encore là. On a le stablecoin USD1, dernière news autour des Trump, qui devient le 7e plus gros stablecoin au monde. Sa croissance est phénoménale. Il est passé de 128 millions à plus de 2 milliards de dollars, mais attendez, il y a un petit twist dans l'histoire, puisque Eric Trump, encore lui, a investi 2 milliards de dollars via MGX sur ce stablecoin. Donc, c'est un petit peu de la triche. Hein. On va se le dire, c'est un petit peu de la triche, mais bon, écoutez, ça compte quand même. Hein. L'USD1 est passé à 2 milliards de market cap. Il me semble que le stablecoin est toujours pas échangeable, je suis pas sûr à 100%, j'avoue que je suis pas trop de près ce stablecoin, mais aux dernières nouvelles, il était pas échangeable et devait y avoir un airdrop aussi de ce stablecoin pour ceux qui avaient investi sur le projet World Liberty Financial. On enchaîne avec Metaplanet, je les avais cités brièvement quand on avait parlé d'Eric Trump. Ils ont acheté 555 nouveaux bitcoins pour une valeur de 7,6 milliards de yens, et ils holdent maintenant 5555 bitcoins. Waouh, c'était pas facile à dire. On est loin du nombre astronomique de bitcoins de chez MicroStrategy évidemment, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a Meta qui collabore avec plusieurs entreprises crypto afin d'explorer l'utilisation de stablecoins pour les paiements transfrontaliers. J'avais vu une autre news aussi qui disait que Meta pourrait vouloir lancer son stablecoin, ou en tout cas travaillerait là-dessus. Pas être du tout étonné de voir cette news, hein, parce que Meta et les stablecoins, ça fait longtemps que... j'allais dire que ça existe, mais bon, c'était compliqué, hein. Ceux qui avaient suivi, Meta, ils avaient essayé de lancer un premier stablecoin, je me souviens plus du nom des projets, je crois que ensuite ils ont lancé un deuxième projet, c'était Diem, le premier je sais plus du tout ce que c'était, ils ont eu des interdictions, ils ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, et il me semble que les anciens de chez Meta qui étaient autour de ces stablecoins sont ceux qui ont fondé Aptos et Sui, donc ça a quand même abouti à quelque chose dans le monde de la crypto, mais Meta semble toujours vouloir un petit peu sa part du gâteau, et c'est pas étonnant parce que dans le monde de la crypto, les entreprises qui génèrent le plus de thunes, c'est Tether et Circle. Enfin, il y a Coinbase aussi, mais si on exclut les exchanges centralisés, c'est clairement Tether et Circle, donc les émetteurs de l'USDT, l'USDC. Du côté des stablecoins, c'est là qu'il y a pas mal d'argent à se faire. Tiens, j'ai vu un autre truc autour des stablecoins, Stripe qui lance un nouveau service pour permettre aux entreprises de gérer et envoyer des stablecoins comme l'USDC et l'USDB dans 101 pays. J'ai juste vu cette news parce que ça m'a interloqué de voir l'USDB. Je sais pas si c'est un stablecoin que j'oublie, mais pour moi l'USDB c'est le stablecoin de Blast. Il me semble pas que ce soit un autre stablecoin. Il y avait le BUSD à l'époque, mais bon, ça existe plus. Enfin, plus vraiment.
Là, l'USDB, est-ce que j'oublie un stablecoin ou c'est vraiment ça? Je sais pas. J'avais juste trouvé la news bizarre et comme là je parlais un petit peu de stablecoin, je trouvais que c'était bien tombé. On a Netflix qui prévoit de réaliser une série sur l'effondrement de FTX en 2022. D'un côté, il y aurait tellement de choses à dire. Evan Peters serait en pourparlers pour incarner SBF. Niveau ressemblance, peut mieux faire, je pense. Et Julia Garner, quant à elle, est pressentie pour jouer Caroline Ellison. Bon, l'actrice est sympathique, mais encore une fois, va falloir, comme on dit sur les jeux vidéo, downgrader un petit peu tout ça. Là, on part de quelque chose de trop joli. Bon, laissons les choses se faire, il y a souvent des rumeurs par rapport à une série ou un film autour de FTX. Je suis à peu près sûr que ça verra le jour et j'ai hâte de visionner ça une fois que ce sera sorti, parce que c'était quand même une sacrée histoire ce qu'il y avait autour de FTX. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, on en a quelques-unes, et on va commencer par un rapport de PeckShield sur avril 2025, sur les hacks d'avril 2025. Forcément, il y a eu pas mal d'argent dérobé, mais en fait, il y a juste une entité qui a perdu, qui s'est fait voler 330 millions de dollars en Bitcoin. Ça vaut probablement un peu plus au cours actuel d'ailleurs. Donc si on exclut ce hack, ce vol, en réalité, on tombe sur une vingtaine de millions de dollars de pertes, qui est pas tant que ça, hein, quand on compare à l'année 2023 typiquement, 2022 c'était pas mal aussi. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un hack du côté de KiloX, mais les fonds ont été récupérés. Pareil du côté de ZK-Sync, les fonds ont été récupérés. Je sais même pas si j'en avais parlé dans un DeFi Actu qu'ils avaient réussi à récupérer les fonds. Loopscale, il me semble, j'ai toujours pas été voir, mais au vu du hack que c'était, ça ressemble à un protocole un petit peu à la Pendle sur Solana. Ils se sont fait voler 6 millions de dollars, ils ont pas retrouvé les fonds. Morpho, ils se sont fait voler aussi 2,6 millions de dollars à cause d'un problème sur le front-end. Donc globalement, le mois d'avril, il était pas si mal, hein, je trouve, sur la DeFi. Hein. Dans les plus gros hacks, il y en a 2 qui ont été récupérés, et ensuite, ça reste une somme assez basse par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Donc, ça va dans le bon sens, il y en a toujours pour l'instant malheureusement, puis le gros mal de cette année, de ces prochaines années probablement, c'est le phishing surtout, parce que plus le temps passe et plus les protocoles deviennent robustes en quelque sorte. Alors il y a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent et qui forcément, comme ils sont nouveaux, sont un peu plus risqués, mais le temps c'est hyper important et c'est une marque de solidité du côté des smart contracts, du côté du code sur la DeFi. On a quelque chose d'assez fou autour du dev de Zerebro. Il aurait falsifié son propre suicide. Ça va loin parce qu'il y a eu des hommages, il y a eu un avis de décès et compagnie, et a priori non. Il est en vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé une lettre détaillée de ce qu'il allait faire par rapport au fait de se faire passer pour mort à un des premiers investisseurs. Bref, la lettre a été rendue publique. C'est assez fou de voir jusqu'où certaines personnes vont, se faire passer pour mort pour éviter un petit peu les débâcles et compagnie. C'est quand même assez fort. Et dernière mauvaise nouvelle du jour, selon l'enquêteur on-chain ZachXBT, le fameux, les utilisateurs de Coinbase ont subi plus de 45 millions de dollars de pertes suite à des escroqueries par ingénierie sociale la semaine dernière. L'ingénierie sociale, globalement, c'est quand quelqu'un va vous appeler et va se faire passer pour le service de Ledger, de Coinbase ou je ne sais quoi, et va vous forcer en quelque sorte à vous faire une transaction ou à vous communiquer, où ils vont vous demander de communiquer votre mot de passe, votre clé privée, ce genre de choses. Si vous n'êtes pas chez vous, posé, il vaut mieux éviter de répondre, de faire des choses dans la précipitation. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a eu quand même pas mal ces derniers jours, mais j'en ai sélectionné que 4. J'en ai pas sélectionné beaucoup. On va commencer par Sonic, un Layer One, assez connu, hein, c'est le rebranding de Phantom. Ils ont levé 10 millions de dollars, mais je me demande si c'est pas plutôt une vente OTC qui est communiquée comme une levée de fonds, parce que souvent quand je vois des posts sur Crypto Fundraising, ils mélangent un petit peu tout, et voir que Sonic a levé 10 millions de dollars et qu'il n'y a qu'un seul investisseur, ça me fait plutôt penser à une vente OTC. Donc une vente OTC, c'est quand un projet va vendre des tokens à un investisseur
en dehors du marché pour pas faire bouger le cours du token, ce qui arrange bien Galaxy, parce que si vous faites un achat de 10 millions de dollars sur la blockchain Sonic, à mon avis le token de Sonic il s'envole, hein, littéralement, parce qu'il n'y a pas non plus des liquidités de fou furieux dessus, et en général hein, sur ce genre d'investissement, les investisseurs ont des prix assez attractifs, assez intéressants, mais en général ça vient aussi avec un blocage. Il y a pas longtemps il y a A16Z qui avait investi sur Layer 0, qui avait acheté des tokens, mais ils ont un blocage de je sais plus combien de mois ou je sais plus combien d'années. Ils ont acheté aussi pas mal de tokens Optimism, je sais pas s'ils avaient des blocages, mais c'était une mauvaise idée hein, rétrospectivement, parce que depuis qu'ils ont acheté les tokens Optimism, il s'est bien pété la gueule ce dernier. Bref, on n'est pas là pour parler d'eux, on continue avec les autres levées de fonds. On a AltDRX, une plateforme qui permettrait de tokeniser des biens immobiliers. Donc une plateforme un petit peu à la Realty, qui a levé 2,7 millions de dollars. On a Aplayer, une énième blockchain de Layer 1 compatible EVM, donc compatible EVM, qu'on pourra utiliser sur Rabi, Metamask et compagnie en gros, qui a reçu du soutien financier de la part de Arcanum Ventures. Ça me dit vaguement quelque chose Aplayer, je vois que le testnet est live, donc pour ceux qui farment de ce côté-là, voilà, il y a une petite levée de fonds chez Aplayer, et on termine avec un mastodonte, Deribit. L'exchange Deribit a été acquis par Coinbase pour la modique somme de 2,9 milliards de dollars. Cette année, c'est les acquisitions folles. On a déjà eu Binance qui avait, alors ils n'ont pas été acquis, mais ils avaient reçu 2 milliards de dollars de la part d'investisseurs d'Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises. On a eu d'autres achats aussi à plus d'1 milliard de dollars. Enfin, cette année est complètement folle. Ça éclipse de loin les levées de fonds de FTX et compagnie. Là, les 2,9 milliards de dollars, il me semble que c'est un nouveau record de levée de fonds d'achat d'une boîte crypto. C'est complètement fou. Après, pour ce qui est de Coinbase, à quoi ça leur sert d'acquérir Deribit ? Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être qu'ils ont certaines licences, certaines choses qui peuvent les intéresser, une base d'utilisateurs ou je ne sais quoi. Pour le coup, je suis pas chez Coinbase, je peux pas savoir pourquoi ils ont acheté Deribit, mais ils ont sûrement leur raison. Hein. Pour avoir mis un si gros billet, c'est qu'ils ont quand même un intérêt, je pense, à aller chercher ce produit. Allez, comme d'habitude, après tout ça, on enchaîne avec la Minute DeFi qui ne dure jamais une minute. Ouais, je sais, c'est comme ça, c'est la vie. Et on commence par Berachain. Ah, Berachain, il y a eu les déblocage il n'y a pas si longtemps. Forcément, qui dit déblocage dit exode des liquidités. Mine de rien, je m'attendais à ce que ça aille plus vite. Je vais pas vous mentir, je porte pas Berachain dans mon cœur, mais quand même, depuis le déblocage, la TVL de Berachain est passée de 4 milliards et demi de dollars à 3 milliards, et même quand on regarde en token Bera, ça a bien baissé, ça a baissé assez fort. Pour l'instant, Bera reste encore bien classé, il y a encore pas mal de TVL, je suis persuadé que ça va continuer de descendre lentement, un petit peu comme Blast. Bon, Blast c'était pas si lent que ça, et pour l'instant sur Berachain c'est pas si lent que ça, mais à mon avis ça va prendre son temps pour descendre petit à petit, et c'était assez prévisible, hein. Berachain c'était de la DeFi très mercenaire, et on le voit tout de suite, hein, c'est monté très fort. Pareil en dessous on a les stablecoins, la quantité de stablecoins en circulation sur Berachain a explosé, mais à la baisse. Il y a encore une semaine il y avait 500 millions de dollars de stablecoins sur Bera, là on est, oups je suis un peu trop descendu, on est à 322 millions de dollars, donc les farmers sortent de Berachain, ils vont faire autre chose. Il y a encore 2-3 trucs sympathiques sur Berachain. Ce qui est chiant en ce moment, c'est que de temps en temps il y a une pool avec des stables qui est sympa, mais les incentives elles vont durer une semaine dessus, ensuite il faudra passer sur une autre pool, etc. Et bon, c'est un petit peu chiant ce qu'il y a en ce moment sur l'écosystème de Berachain. Et d'ailleurs, il y avait un vault du côté de Lombard sur Berachain. Alors je m'étais exposé à ce vault, le rendement était honnêtement catastrophique, mais ils vont lancer un nouveau vault chez Lombard, et je savais pas que c'était autour de Berachain. J'en ai parlé dans le dernier DeFi Actu, c'est le vault autour de Centaura qui va générer un rendement natif qui va aller jusqu'à 6% annualisé, ce qui est pas si mauvais pour du BTC, plus des incentives et compagnie. Quand je vois ce que ça a donné sur Boyco, ça me donne pas trop envie d'y retourner. Après, là, il n'y a pas de blocage a priori. Il y a toujours un petit délai quand on veut retirer de ce genre de vault. Chez Lombard, normalement, c'est 3 jours les délais. Mais il me semble pas qu'il y ait de blocage un petit peu comme pour Boyco, où les fonds étaient bloqués pendant 4-5 mois. C'était un petit peu long. Je préfère cette approche d'avoir moins de contraintes sur les fonds qu'on dépose, mais bon, aller sur Berachain pour ça, ça me donne pas trop envie, personnellement.
Du côté de la blockchain Movement, ils ont licencié le cofondateur et ils se sont renommés Move Industries, avant c'était Movement Labs, une nouvelle entité qui est dirigée par 2 membres historiques de l'équipe. Je sais pas trop quoi penser de ça. Pour l'instant, le lancement de Movement est pas terrible, hein. Que ce soit le token, que ce soit l'airdrop, que ce soit la DeFi sur cet écosystème. J'ai pas du tout suivi l'airdrop parce que j'avais pas farmé Move, mais il me semble qu'il y avait moyen de choisir où est-ce qu'on réclame les tokens. Il y en a qui avaient réclamé les tokens sur Ethereum et ils les ont eu directement, et on pouvait aussi choisir de récupérer son airdrop sur Movement une fois que leur blockchain serait lancée, avec un petit bonus évidemment. Bon, sans surprise, depuis le token s'est fait défoncer, il était à plus de 1$, là il est bien en dessous du dollar, il est pas non plus à 1 centime, mais aux dernières nouvelles je l'ai vu à 20-25 centimes, donc c'est vraiment pas fameux hein, du côté du token Move. Et surtout, le mainnet est lancé, j'en ai un peu parlé de cet écosystème, j'ai fait une vidéo sur la DeFi d'ailleurs autour de Movement. Eh bien, a priori, ceux qui ont choisi de récupérer leur airdrop sur cet écosystème l'ont toujours pas eu. Donc, je sais pas ce qui se passe sur cet écosystème, mais voir comme ça ce licenciement, soit les choses vont aller dans le bon sens, parce que c'est peut-être quelqu'un qui bloquait un petit peu les trucs du côté de Movement, soit ça va être pire encore. À voir comment ça va évoluer, c'est pas un projet que je suis de très près, il y a peut-être des gens qui sont mieux calés sur cet écosystème, mais voilà, s'il y a des grosses news qui tombent dessus, je les relayerai, évidemment. Pour terminer vite fait cette petite minute DeFi, enfin, petite minute, hein, c'est un petit peu un pléonasme, donc pour terminer cette minute DeFi, petite auto-promotion sur la chaîne principale AZK Crypto, j'ai récemment fait une nouvelle DeFi review, cette fois-ci sur Felix Protocol, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la DeFi sur HyperEVM, à la blockchain du coup d'Hyperliquid, eh bien n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. On enchaîne maintenant avec le point airdrop pour terminer cette vidéo, on aura un petit mème du jour aussi. Pour commencer le point airdrop, je vais faire vite fait un petit point spéculation, parce que j'ai fait un post sur Discord et ensuite je l'ai remis sur Twitter parce que j'étais fier de moi. J'ai dit que Hype était le prochain Celestia. Alors pourquoi je trouve que Hype peut ressembler à Celestia? C'est complètement basé sur du feeling, hein. C'est pas basé sur de l'analyse technique ou quoi que ce soit, c'est vraiment purement du feeling. En fait, je me rappelle que quand il y a eu l'airdrop de Celestia, le truc s'est un peu apprécié au début et ensuite, il y a eu une phase de OSEF. Voilà, les gens sont passés à autre chose, voilà, encore un airdrop qui est tombé, il y a eu une petite phase de creux sur tir. Sauf que ceux qui avaient gardé leur airdrop de Celestia au tout début, qui l'avaient staké et compagnie, ils ont commencé à avoir des airdrops qui étaient vachement sympathiques. Donc, forcément, quand ça s'est un peu su ces airdrops, il y a eu une hype qui s'est lancée sur le token Celestia, et il me semble que le token est passé de 3$ à plus de 20$, il y a eu une belle augmentation de ce côté-là, sauf que évidemment, à partir du moment où le token était à 20$, il y avait beaucoup moins d'airdrops, ceux qui sont tombés étaient beaucoup moins intéressants, donc le token il a fait le chemin dans le sens inverse, ensuite il est reparti à la baisse. Et j'ai l'impression qu'on vit à peu près la même chose en fait sur le token Hype d'Hyperliquid. Le token a été airdroppé, il y a eu une petite hype au début, ça s'est tassé au bout d'un moment. Rappelez-vous, hein, quand il y a eu l'annonce du staking du token Hype, le token était à plus de 30$, ça a marqué un peu son ATH. Ensuite, ils ont lancé HyperEVM, pareil, le token continuait de baisser, il est tombé à 9$ et des poussières, et depuis, il est remonté à plus de 20$. Mais ça, c'est poussé par la spéculation autour de la saison 2 qu'il y a à jouer autour d'Hyperliquid, donc autour de l'airdrop qu'il y a à farmer sur Hyperliquid, vous voyez? En plus de ça, sur leur écosystème, sur leur blockchain, il y a pas mal de choses à faire avec le token Hype, donc il y a pas mal d'autres airdrops à farmer, et ça me fait vraiment penser à ce qu'il y a sur Celestia. Alors peut-être que ce sera pas du tout pareil, que Hyperliquid va rester un leader, j'en sais rien moi, qui va atteindre le top 10 ou quoi que ce soit. Et je l'ai dit dans ma vidéo sur Felix d'ailleurs, je serais pas étonné que Hype continue un petit peu sa progression haussière, tant qu'il est vraiment dans la hype, justement c'est bien trouvé, il y a des chances que le token se porte bien. Mais je me méfie quand même, et je peux pas m'empêcher de penser que ça va pas finir comme Celestia. Il y a trop d'engouement autour d'Hyperliquid, et quand on regarde le nombre d'utilisateurs réels de l'écosystème, sur les stats d'Hyperliquid, alors bon, c'est difficile de prendre ces chiffres-là, parce que pour le coup, l'activité sur l'écosystème d'Hyperliquid est vraiment organique, ce qui est assez rare sur la DeFi, hein. Généralement l'activité a tendance à être très mercenaire et pas très organique, donc c'est difficile quand même de comparer, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de gens qui utilisent
quotidiennement l'écosystème d'Hyperliquid, donc j'ai cette sensation que c'est surcoté. Encore une fois, c'est l'avis d'un gars lambda sur YouTube. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, peut-être que je suis dans un déni de réalité, peut-être que c'est le Giga Blue Run 2025 que je veux pas le voir, que je me mets des œillères. J'ai clairement mes billes autour de tout ça, mais je pense que c'est quand même intéressant que je partage mon point de vue parce que je vois pas grand monde partager ce genre de point de vue. Je vois beaucoup de monde être hypé, être à fond sur le token d'Hyperliquid que l'inverse. Et je me dis que ça peut être bien de temps en temps d'équilibrer un petit peu la balance. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de prendre mon avis comme argent comptant, c'est pas forcément une bonne idée, mais je peux pas vous empêcher de le faire. Vous avez le droit de directement me catégoriser comme quelqu'un d'ultra bearish, comme un gros con, quoi que ce soit. Vous êtes libre de le faire, c'est pas mon problème. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas assez de nuances en général quand il y a de l'engouement. Donc si je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, eh ben c'est avec plaisir. Ah, un autre truc qui fait plaisir, ce serait pas la saison 2 de Scroll? Non, évidemment, c'est ironique, ça ferait pas plaisir. De toute façon, je l'ai pas farmé, et je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait farmé, hein. Scroll, est-ce que j'ai besoin de revenir sur ce que Scroll a fait? Même pas sur le fait que leur airdrop était pourri et qu'ils se sont un petit peu vendus à Binance, même beaucoup vendus à Binance, quand on regarde un petit peu en détail ce qui s'était passé. Non, le truc qui m'a le plus dégoûté sur Scroll, c'est le fait que le deuxième plus gros, enfin non, c'était le plus gros protocole de leur écosystème, c'était un Ponzi, c'était un scam. Ils ont aussi mis en avant, un petit peu après ça d'ailleurs, un petit peu après le crash de ce Ponzi, ils ont mis en avant un protocole de lending qui avait de la mauvaise dette. On est dans quel monde? C'est vraiment des arnaqueurs, cette team, c'est un truc de fou. Et en plus, je compte pas le nombre de fois où les devs ou les personnes de la team de Scroll avaient sorti des trucs de fous furieux, limite en insultant leur communauté. Enfin, bref, il y a eu tellement de choses sur ce projet, difficile de le porter dans son cœur. En tout cas, ils nous ont annoncé que la snapshot avait été prise pour la saison 2 de Scroll. Alors la snapshot a été prise le 30 avril 2025. Notez bien cette information, gardez-la bien en tête, parce que les récompenses, elles, seront distribuées au Q4, donc au dernier trimestre 2025. Snapshot en avril, récompense fin de l'année. Et en général, hein, quand les projets crypto, DeFi et compagnie donnent un trimestre, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est plus la fin du trimestre. Ça va jamais être le premier mois du trimestre, ça je peux vous le dire. Parfois ça va être le deuxième mois, mais en général c'est le troisième mois du trimestre, voire pour certains, le quatrième, le cinquième, le sixième mois. Vous allez me dire, il n'y a pas 4 mois dans un trimestre. Vous seriez surpris, hein, certains projets, pour certains projets, on parle même plus en mois, on parle en années. Là, je vais juste citer Kinza, je vais pas m'étaler parce que Kinza c'est quand même quelque chose, hein. Kinza qui devait airdropper au premier trimestre 2024, et là ils ont lancé leur saison 2. Bref, trop de choses à dire, désolé, ça me vient comme ça, c'est trop marrant. On enchaîne avec un airdrop qui est vraiment tombé cette fois-ci, ça fait un peu plus plaisir, l'airdrop de Doodles. Alors bon, je suis pas du tout éligible, a priori pour être éligible, il fallait sans surprise détenir un des NFT autour de leur collection au pluriel, il me semble. Il y a potentiellement eu d'autres critères aussi, hein, si vous avez de l'activité sur Solana, donc dans le doute, allez voir si vous êtes éligible. Il y avait aussi un système où on pouvait s'enregistrer autour de cet airdrop. En fait, l'enregistrement servait juste à recevoir directement l'airdrop dans son portefeuille. On peut toujours aller voir manuellement si on est éligible, je vous mettrai le lien du site dans la description, hein. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à récupérer pour vous. Il me semble qu'il faut absolument connecter son portefeuille pour vérifier si on est éligible, donc si vous êtes au travail ou quoi que ce soit, bon bah attendez d'être rentré chez vous, d'être posé, hein. De toute façon, là, vu le marché qu'on a, il y a des chances que ce soit pas plus mal d'attendre ce soir, d'attendre même le lendemain pour récupérer son airdrop. Après, ça veut rien dire, des fois on est vite surpris sur le marché crypto. Un autre projet qui va bientôt airdropper, c'est Resolve, ceux qui ont le stablecoin USR. A priori, il y aura une phase d'enregistrement, ça devient de plus en plus classique. Je pense qu'elle est faite pour limiter un petit peu le nombre de personnes qui vont récupérer l'airdrop, parce que tout le monde ne va pas penser justement à s'enregistrer. C'est un petit peu bâtard, hein, dans certains cas, parce que je sais qu'il y en a qui ont raté Hyperliquid à cause de ça, et ça fout bien les boules. Mais bon, dans certains cas, on a 2 semaines, 1 mois, même plusieurs mois pour s'enregistrer. Là, pour Resolve, a priori, il y aura qu'une semaine pour s'enregistrer. Donc si vous avez farmé avec l'USR, ne soyez pas flemmard. J'essaierai de partager la news quand je l'aurai, elle sera sûrement partagée aussi sur le Discord pour ceux qui sont dessus. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être le lien dans la description, sinon demandez-le dans les commentaires, je vous le filerai. La phase d'enregistrement, ce sera a priori dans la première moitié de mai 2025.
donc avant le 15 mai, ça devrait bientôt commencer, et ensuite il y aura 30 jours pour réclamer l'airdrop. On sait pas encore à partir de quand l'airdrop sera réclamable. Il me semble avoir vu fin mai sur un autre post, mais je suis pas sûr du tout. Si ça se trouve ce sera le mois prochain, mais ça m'étonnerait que ce soit un truc comme Kinza, comme Scroll ou quoi que ce soit. Je pense que l'airdrop arrivera dans pas si longtemps. Et en plus ils ont récemment reçu des sous-sous de la part de Easy Labs entre autres, ils avaient levé des fonds, donc on va avoir du listing Binance et compagnie à tous les coups, je pense qu'ils vont pas trop tarder. Enfin, des fois ça dépend, eux aussi ils ont reçu des sous de la part de, à l'époque ça devait être Binance Labs, ça fait un petit moment qu'ils ont levé des fonds Sophon, et là ils nous annoncent le lancement d'un système de récompense unifié qui s'appelle Sophon Plus. Ah, j'adore. Quand on est quelqu'un de très créatif, on prend le nom de son projet et on rajoute un plus après. Apple TV+, Disney+, Sophon+, bref, une nouvelle saison, des nouvelles récompenses sur cet écosystème, c'est quelque chose que j'ai pas du tout farmé, c'est sur l'écosystème de Zcasing, donc ça annonce un petit peu la couleur. Voilà, pour ceux qui sont à fond sur Sophon, je sais qu'il y en a 2-3 parmi vous, eh bien, allez vous amuser, il y a peut-être des trucs sympathiques à faire sur cet écosystème, mais voilà, on voit quand même qu'ils poussent, qu'ils font durer le truc le plus longtemps possible, c'est un petit peu chiant, je trouve. On a un autre enregistrement à faire, cette fois-ci du côté d'Hyperliquid, j'aurais dû le mettre un petit peu plus tôt, enfin d'HyperEVM, pardon, la blockchain d'Hyperliquid, ça va être le protocole Looped. Si jamais vous avez interagi avec le L-Hype, donc c'est le LST, le token de liquid staking du protocole, avant le 9 mars, donc il fallait être quand même assez early, c'est seulement 1300 wallets qui sont éligibles, donc si vous avez interagi avec le L-Hype avant le 9 mars, vous devez vous enregistrer pour l'airdrop de Looped. Vu qu'il n'y a pas grand monde sur le dossier, ça pourrait être un airdrop assez sympathique. Mais bon, c'est pas encore tombé. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Payez-vous un billet d'avion avec votre airdrop et allez profiter du soleil je ne sais où. Allez bref, on termine avec l'airdrop de SNS, Solana Name Service. Là pour le coup, vous n'avez pas besoin de connecter votre portefeuille. Si vous avez votre adresse publique sous la main, vous pouvez la copier-coller sur le site et vérifier si vous êtes éligible. Sans surprise, je pense que le critère principal c'était de détenir un nom de service sur Solana. Un nom de service, un nom de domaine, pardon. A priori, il y a quand même 275 000 wallets éligibles, et pour l'instant, on peut juste vérifier si on est éligible, l'airdrop n'a pas encore été lancé. Allez, pour terminer, le mème du jour, et le mème du jour, c'est un anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, l'UST, il avait perdu son PEG il y a 3 ans, voilà, l'UST c'est le fameux stablecoin qui s'était écroulé 3 ans, jour pour jour, le 9 mai 2022, ah, tant de souvenirs de cette affaire, positifs comme négatifs, ça c'est clair, et d'ailleurs il y a pas longtemps, ça m'était passé par l'esprit de faire un post du style, à l'époque il y a des gens qui ont acheté du Luna à 100$, mais c'était pas dans le sens de blâmer ceux qui l'ont fait, c'était dans le sens de se dire, c'est fou à quel point quand on a du pouvoir, de la conviction, quand on a du charisme, ce genre de choses, quand on a des belles promesses, on peut faire monter un truc aussi haut. Luna, il y avait une faille dans le mécanisme, il y avait clairement un problème autour du mécanisme entre le Luna et l'UST, donc ça s'est écroulé, et je trouve ça fou de voir à quel point c'était monté haut, c'était dans le top 10, il me semble, des cryptos Luna pendant un moment, et tout s'était effondré du jour au lendemain. Mine de rien, ça fait déjà 3 ans qu'il y a eu cet effondrement, pour ma part je vois pas trop le temps passer, je trouve ça fou de prendre le recul, de me dire qu'il s'est passé 3 ans depuis ça. Bon, c'est pas non plus comme si c'était hier pour moi, mais c'est vrai que quand je me dis que ça fait déjà 3 ans que c'est arrivé, qu'il y a eu le bear market de 2022, ceux qui aiment bien la cyclicité, ça veut dire qu'il me reste plus qu'un an avant que ça arrive. Enfin voilà, c'est un petit peu bateau de dire vous voyez, le temps passe, les choses durent pas éternellement. Je pense que je suis pas le seul à vivre ça de temps en temps. Des fois on tombe sur un truc, on se dit bordel, ça date de si longtemps, ça rajeunit pas tout ça. Bon, évidemment, je vous souhaite de rester jeune toute votre vie. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.